Top. On a expliqué quelqu'un qui a récolté des fruits la veille de Rosh Hashanah, des légumes. Yerek. Veille de Rosh Hashanah. Et son employé, par exemple, un employé Goy à lui, tout de suite après la fête, il a récolté d'autres fruits de la terre. Il ne peut pas les rassembler et de faire un seul prélèvement pour tout. Il faut faire un prélèvement pour les fruits qui ont été récoltés avant Rosh Hashanah et un deuxième prélèvement pour les fruits qui ont été récoltés après Rosh Hashanah ou pendant Rosh Hashanah, ça a été récolté par un goy. Dans les mots, Yudbet Amoud Aleph, à 4 lignes d'en bas, Ditnan, Yarak Neegad Mishiya Ged Vishino Neegad Mishimadet Akedi. Tanu Rabanan, Liket Yarak, Erev Rosh Hashanah, Ad Shelo Tavo Hashemesh. Il a récolté des légumes veille de Rosh Hashanah avant la Shkia. Chazar Veliket Mishetavo Hashemesh, il a continué à récolter après le coucher du soleil. Certainement, ça devait se faire par un goy, à mon avis. Comme qui dit le Tosfot. Regardez Tosfot, Mishetavo Hashemesh. Le Talmud de Jérusalem, il a posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire Mishetavo Hashemesh? Quoi, on a le droit de travailler Rosh Hashanah? Non, il a fait ça par un goy. Sinon, c'est mitzvah Ba'avera. Comment tu peux faire un prélèvement sur quelque chose qui a été fait en Avera? Alors, il dit par un goy. C'est intéressant, mais même Rosh Hashanah, comment je peux dire qu'un goy, il peut cueillir pour moi? Avec tout ce qui est, même sur le Tosfot, il faut poser la question. Tout ce qui est assourd de faire pour moi, je n'ai pas le droit non plus d'envoyer un goy pour le faire. Alors, il faut expliquer qu'il s'agit ici d'un métayer, par exemple, qui fait ça. Le métayer goy, il a travaillé tout le temps, et ils prennent des pourcentages. Oui, ça veut dire que le goy, il travaille pour lui, et donc il accueille même pour le juif. Il a vu que les fruits sont arrivés à terme, il les accueille. Alors, un torminu ma'asrin mizalze, les fichiers un torminu ma'asrin, lo min hadash ala yashan, lo min yashan ala hadash. Intéressant ici, il y a un autre point. Pourquoi le Tosfot il avait besoin de dire que le goy il accueillit, c'est-à-dire lui il accueillit et après on a continué à accueillir. Alors on a expliqué que le deuxième c'est un goy. Il y a un grand débat entre Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Terani de Tzfat. Si un goy possède une terre en Eretz Israël, est-ce que sur les fruits qui ont poussé de cette terre, il y a l'obligation de prélever des terumot et maasot? Selon Mabit, Rabbi Moshe Terani, obligé d'accomplir toutes les mitzvot d'Eretz Israël, même dans une terre qu'un goy possède. Selon ça, selon Rabbi Moshe Terani, tout le Heter Mechira a sauté. Il n'y a rien. Parce qu'il faut faire toutes les mitzvot. Rabbi Yosef Karo, avec la majorité des sages de Safed à l'époque, eux, ils ont dit Yesh kinyan le goy, le afkia kidushat Eretz Israël, que le goy, du moment que la terre lui appartient, ça fait sauter la kidushat d'Eretz Israël. Il y a un grand débat, le Hida, il parle d'un grand débat. Est-ce qu'à la fin de sa vie, Rabbi Yosef Karo est revenu sur sa position? Nous, on a une lettre, 7 ans avant le décès de Rabbi Yosef Karo, c'était la Shemitah. Et Rabbi Yosef Karo qui a annoncé qu'il ne faut pas faire la halakha comme Rabbi Moshe Terani. Mais on ne sait pas, le Chazon Ish, il dit que Rabbi Yosef Karo, il est retourné sur sa position. Et c'est pour ça que le Chazon Ish, il a dit que le Eter Mechira du Rav Kook, il vaut 0. Parce qu'il a dit, la halakha, c'est que un kinyan le goy, la afkia kdushat Eretz Israël, un goy,
le fait que ça appartient à un goy, ça n'a pas enlevé la Kedusha Eretz Israël. Il dit comment ça paraît logique. Il a marqué le Chitavo et la Haaretz. C'est pas lié à Untaratem, c'est Chitavo et la Haaretz. Il dit que Kedusha Eretz Israël elle est tellement forte qu'un goy ne peut pas rester Kedusha Eretz Israël. Intéressant, point intéressant. Mais on aurait pu expliquer selon le Mabit, on va dire très simple. Il s'agit des fruits du goy, que le goy a fait avant Rosh Hashanah. Et après Rosh Hashanah, pourquoi on a besoin de dire que le goy, il travaille chez les juifs, il a compris. Le Ritva, il dit autre chose. Qu'est-ce qu'il dit le Ritva? Le Ritva, il dit qu'on ne parle pas d'après quand Rosh Hashanah est rentré, mais après la Yom Tov. D'accord. Donc, il a fait Avera. Il a fait non. 3 jours après. Oui, 3 jours. Non, mais c'est écrit Mishetavo Hashemesh. Après, Miché. C'est dans la possibilité. Mais c'est la Miché Nirnas Adam. Oui, c'est ce qu'il dit dans l'exemple. Oui, je comprends. Et là, après, on ne fait pas d'entrée de goy. Mais selon Tosfot, c'est intéressant. Selon Tosfot, on peut amener une preuve. S'il est parti loin, Tosfot et Yerushalmi, ça veut dire que la halakha est comme Rabbi Yosef Karo, et pas comme le Mabit. Autrement, il aurait dit qu'il est parti au marché, il a acheté du fruit du goy d'avant et d'après. Il faut poser la question, c'est tout. Non, acheter, c'est pas comme cueillir. Si tu achètes, tu dois cueillir. Si tu as la mitzvot Eretz Israël, tu dois faire la poisson. Pour le Mabit, tu vas au marché, tu achètes du goy, des fruits. Ça parle de liquide, donc il parle peut-être du même sujet. Le cas, liquide. Moi, ça me gêne la liquide ou pas. Je sais que le goy, il n'a pas fait le prélèvement des trombones des masses. Tu peux faire, moi. Rabbi Yosef Karo, tellement il était fort dans sa position contre le Mabit, qu'il avait peur qu'il va y avoir beaucoup de rabbanim à Tzfat qui vont être mahmirim comme le Mabit. Ils vont dire, bon, il y a Rabbi Yosef Karo et il y a Mabit qui s'y opposent. Ça fait qu'on va être mahmirim comme le Mabit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé tous les sages de Tzfat et il a mis en Kherem celui qui fera Kdushat Shvi'i de Perot Nochem. Il a mis en Kherem pour casser l'opinion du Mabit. Déjà. Si on revient un chef en arrière, le fait qu'on donne une Chelek d'Eretz Israël à un goy, c'est pas un problème? C'est l'Otechonem, bien sûr. Le Chazonish, il a cassé de 3 raisons. Il a cassé. Donc, il y a une Avera sur il a cassé le Heter Mechira. Il a dit première chose qui casse le Heter Mechira, c'est que pour le Mabit, il n'y a pas de Kedushat. Pour le Mabit, il y a Kedushat Eretz Israël qui est toujours. Deuxième argument qu'il a cassé avec le Heter Mechira, c'est qu'il a dit que c'est une harama, une magouille, devant le terre. Troisième argument, le plus dur, c'est qu'il a dit nous, on envoie le rabbin pour nous, pour vendre au goy les terrains de tous les agriculteurs. Il a dit le rabbin, quand il fait ça, cette acquisition, il transgresse une avera deoraita, un lave deoraita de l'otechonem, de ne pas vendre une terre ou un terrain d'Eretz Israël à un goy. Tu n'as pas le droit de vendre. Un juif qui vend un appartement à lui en Eretz Israël à un goy, transgresse un lave minatora. L'otechonem, altiten laim hanaya. La Torah te dit, tu dois acquérir cette terre, elle t'appartient. C'est l'héritage de tes parents et tu la donnes, tu la vends à un Canaanien, tu la vends à un goy. Donc il dit le Chazonish Mimela, si le rabbin il est émissaire, je l'ai envoyé pour vendre pour moi, en Shaliach Lidvar Avera. Je ne peux pas le nommer Shaliach Lidvar Avera. Il peut pas faire, la vente n'a pas lieu. Il dit tout est tombé à l'eau. Ça c'est le Chazonish. Ces arguments ils sont très forts. Sur quoi s'appuient les autres poskim? Ils disent Pikuach Nefesh. Il y avait les Yishuvim à l'époque, les colonies juives qui pouvaient être détruites. Mais voilà que ce n'est pas la situation aujourd'hui. Les questions du Chazonish sont des questions réelles. C'est pas. Bon. On revient. Alors il dit En torminu me'asrin miseh hazel lefi she'en torminu me'asrin lo min hachadash al hayashan lo min hayashan al hachadash. On n'a pas le droit de faire prélèvement de Trouma des Maasrot ni du nouveau sur l'ancien, ni de l'ancien sur du nouveau. Imaïta shniya. Alors voilà, maintenant, Imaïta shniya, nichneset la shlishit. Shniya ma'aser rishon ou ma'aser sheni. Shlishit,
Maaser Rishon, Maaser Ani. Maintenant, par rapport aux légumes, à part l'interdiction des prélèvements, etc., même le titre, il change parce que la deuxième année, par exemple, la deuxième année, c'est Maaser Sheni, je vais monter ses campements à Jérusalem. La troisième année, il faut le donner aux pauvres. Donc tu vois que la conséquence, elle est vraiment une conséquence. Ce concombre, il va pour moi, je le monte à Jérusalem. L'autre, tu dois le donner aux pauvres. Et la Gemara, maintenant, elle va expliquer la notion. Où on a vu dans la Torah cette idée qu'il faut donner 2 sur 6 ans, la troisième et la sixième aux pauvres, première, deuxième, quatrième, cinquième, pour nous, pour Maaser Sheni. D'où on apprend ça? Où c'est écrit dans la Torah cette notion de ce première, deuxième, quatrième, cinquième, troisième, sixième? Aveda, c'est pour nous, c'est Maaser Sheni. Gev, Gimel Vav, c'est pour le pauvre. On va voir. Menahane Mile, d'où on apprend cette notion, il faut donner troisième, sixième pour le pauvre. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est fin des Tanaïm, début des Amoraïm. Il dit Ki techale la'aser et kol ma'asar tevuatecha bashana asherishit shenatam ma'aser venatata la Levi la guerre va être. Je sais ça, c'est pas encore ça. Qui techale la'aser. Alors, qui techale la'aser et kol ma'asar tevuatecha bashana asherishit shenatam ma'aser. Alors, la Torah te dit quand tu finiras de faire tous tes maasrot la troisième année. Le pshat, c'est pourquoi la troisième année? L'homme, il a une mitzvah de birur maasrot. Là-bas, dans Parashat Kitavo, on parle des gens qui ont accumulé des dettes. C'est-à-dire, il avait du maaser ani à la maison, il avait des maasrot à faire monter à Jérusalem. Ça se gardait. Imagine-toi, tu fabriques de l'huile d'olive ou des tonneaux de vin. Tu te dis, ça va, il peut vieillir ici encore un an, je l'amènerai l'année prochaine, quand je vais à Jérusalem. Alors la Torah, elle parle. Attends, on est en haut, on est à 6 lignes d'en haut. J'ai rien que j'ai dit, attends, j'explique la notion. Quitter Khaled. Donc, il y a une mitzvah, tu n'as pas le droit de traîner trop. Il y a 2 moments qui s'appellent Onat Bi'or HaMa'asrot. Bi'arti HaKodesh. Il va chez le Lévi, il va au Beth Amikdash, il fait un vidéo, il dit Dieu, ma maison est propre, j'ai nettoyé tous les comptes. Je n'ai pas traîné, comme la fin d'année, on fait un bilan, il faut payer à chacun, il faut payer les impôts, il faut payer ça, Bitour Leumi, les employés, tu ne peux pas faire traîner d'une année à une autre. Il faut arriver à la fin, nettoyer le tiroir, comme on dit. Il dit, j'ai nettoyé tout. J'ai donné aux Lévi, j'ai donné à la veuve, j'ai donné aux orphelins, j'ai donné aux pauvres, j'ai réalisé toute ta volonté. Maintenant, toi aussi, réalise ma volonté, que je te demande que tu me donnes de l'abondance, par Massatova, regarde ton peuple d'Israël, etc. Ça s'appelle Bio-Maasrot. Mais là-bas, dans le texte, c'est intéressant. Comment elle s'appelle cette année, l'année Shlishit? Shenat HaMaaser. C'est pas vrai. C'est pas Shenat HaMaaser, c'est Shenat HaMaaserot. On a toujours Maaser Sheni qui est toujours obligatoire. Il faut le donner au Lévi. On a Maaser Rishon qui est toujours obligatoire. Après le prélèvement de la terouma que j'ai donné au Kohen, le Lévi, il est obligatoire. Après, il y a ou Maaser Sheni ou quelque chose d'autre. Donc c'est Shenat HaMaaserot. Pourquoi tu dis? C'est jamais appris. Pourquoi il t'appelle Shenat HaMaaser? Alors il te dit, c'est-à-dire que quoi? Qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un Maaser dans l'année, à part celui du Lévi. Il peut y avoir ou Lévi, ou Ani, ou Sheni. C'est-à-dire, mais le Lévi, à part ça, il y a ou Sheni ou Sheni ou Ani. Donc Lévi et Ani ou oui, Lévi Lévi toujours il est là. Voilà. Alors voilà, elle va poser la question tout de suite. Ça veut dire, elle te dit,
Je n'ai pas compris. Ça veut dire qu'il considère que Cohen et Lévi, c'est Rad. Oui, Cohen, c'est pour moi, c'est pas Maaser. Alors que Lévi, c'est Rad. Et après, Annie, c'est Chéni. Oui, alors il te dit, justement, alors il dit, c'est quoi Enba Ela Maaser Echad. Shana Rishona et Sheni, on a deux Maaser, Maaser Rishon et Sheni. Cette année-là, c'est pas. Moi, j'explique comme ça. En Baela Maaser Echad, l'engagement du Maaser du Hani, même que un Israël, il peut manger le Maaser du Lévi, il peut manger aussi le Maaser du Hani. C'est pour ça aujourd'hui qu'on ne les prélève pas. Hein, on ne fait pas Maaser. Il n'y a pas de Lévi, donc nous, on mange, on récupère. Quand il va venir Mashiach, on va s'arranger avec les Lévites. Ou ils vont nous pardonner, s'ils vont être. Hein? On les tue. Oui. Donc, mais il dit, c'est quoi Shana Sheyesh Barak Maaser Echad. Maaser Echad, c'est-à-dire, il n'y a qu'une seule obligation de donner. Il y a un seul Maaser. C'est vrai que tu vas me dire, mais même dans Shana Sheyesh et Rishona, il y a un seul Maaser. Il y a le Lévi et il y a le Chéni. D'accord, mais même ici, il y a le Lévi. C'est la même chose. Et il y a le La Hani. différence entre Alors, c'est quoi? C'est quoi? Il a dit. Echad me gêne. Il n'a pas Echad, il y a des Shtaim. Pourquoi Shtaim? Mais même là, il y a Shtaim. Donc pourquoi Non, il dit que ça va toujours par deux. Shnat, alors il dit, qui t'échalé la Azaret comme Azaret quoi? Des Shana Shlichit, Shana Azaret. Shana chez Enba, et là, Maaser. Alors il dit, Haketzad, regardez. Maaser Rishon, ou Maaser Ani, ou Maaser Sheni, Yevatel, ou Eno Elaf Maaser Rishon Nami Yevatel. Alors il pose la question, il dit, j'ai pas compris. Moi non plus. Comment, quel Maaser il est noëg? On a Maaser Rishon, on a Maaser Ani et on a Maaser Sheni. Lequel il est annulé? Lequel il supprime ici? Alors il dit, Maaser Rishon Yevatel, tu vas me dire que le Maaser du Lévi il saute? Impossible, pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah, Talmud Lomar, Ve'el Alevim Tedaber, Ve'amarta Aleim Ki Tikron, Me'et Bnei Israël et Maaser, Asher Natati Lachem Me'itam, Ben Nachalatchem, et qui shoa Katuv, les Nachala. Ma Nachala en la Hefsek, Af Maaser Rishon en le Hefsek. De la même manière qu'un héritage, il ne peut pas y avoir un moment qui s'est détaché de l'homme. Si l'héritage il s'est détaché, ça a cassé. C'est-à-dire, un héritier potentiel, il est toujours dans le potentiel. Il ne peut jamais sauter. S'il a sauté une fois, il ne peut plus revenir. Je donne un exemple qui est une idée bizarre, hein, mais il y a un sujet dans les poskim. Il y a un livre qui s'appelle Yedei Eliyahu, qui a été édité en Constantinople, de Rabbi Eliyahu Galifafa. Rabbi Eliyahu Galifafa, il parle de l'héritage et les kiddushin de la femme de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il est mort ou il est vivant. S'il est vivant, sa femme n'a pas le droit d'épouser quelqu'un. S'il est mort, alors elle doit hériter et elle peut épouser quelqu'un. Quel est son statut? Après, il parle de Yitzhak Avinu. Et mes Farshim, ils expliquent que c'est écrit. Un livre entier là-dessus? Grosse partie. Non, pour comprendre le statut, écoutez bien. C'est écrit dans la Torah, il y a un grand chidouche dans les Mefarshim, ils disent qu'Abraham Avinu, c'est écrit Velivne Apilagshim, aux enfants de des concubines, Natan Abraham Matanot, Vaishalechem, Vaïten et Kol Asherlo le Yitzhak. Pourquoi on a besoin de dire Vaïten et Kol Asherlo le Yitzhak? Arrête, Yitzhak, c'est l'héritier. Vayorish, c'est quoi Vaïten? Alors ils disent que comme Yitzhak, il est mort dans la Akedat Yitzhak, il est mort. Donc il a cassé le lien d'héritage qu'il avait avec Abraham Avinu. Il ne pouvait plus hériter selon la loi de l'héritage. La loi de l'héritage, quand un homme il met un enfant dans le monde, quand il a le zéra qu'il a semoncé, c'est là l'héritage. Mais du moment qu'il y a eu une rupture, qu'il est mort, lui il aurait dû transmettre, mais comme il n'avait pas d'enfant, c'est revenu chez Abraham. Après, quand il a revécu, après, quand il a eu Kriyat HaMetim Yitzhak, il était sur l'autel, il a revécu,
C'est une autre Neshama. Il n'y a plus de lien entre Yitzhak et Abraham. C'est plus son fils. Le disparu, alors comment on fait? Ah, Le disparu qui voit bien comment tu fais. il a fait? Non, comment il a disparu? Un disparu. Il est parti en bateau, on croit qu'il a. Non, il est resté vivant. Il a manqué, on ne sait pas, on a ça fait D'accord. comme Il est- l'aveugle. Non, mais il est resté vivant. Ça veut dire la Zika, elle est restée. Mais là, celui-là, Yitzhak Avinu, maintenant, quand il a revécu, c'est plus le fils d'Abraham. Oui, Puisque- il a comme ça. Puisque la notion, il faut parler du coma, et après il faut parler de Triyat HaMetim. Quand les gens ils vont se réveiller Triyat HaMetim, Ah, qu'est-ce qui va se passer? on est des héritiers ou on n'est plus des héritiers? Il n'y a plus d'héritiers. Ben, puisqu'on est, la notion d'héritage, elle passe, elle se transmet que d'un vivant à un autre. Sinon, Alors, c'est ça ce qu'il aborde, ce sujet. C'est une question, c'est intéressant. C'est vrai que c'est Oui, c'est très irrationnel, mais la question elle se posera à un moment. un enfant qui meurt et qui revit de lui-même. Il a perdu tous ses droits qu'il avait. C'est plus un héritier. Non. Pourquoi? Il est héritier parce qu'il est né de cette mère et de ce père, pas parce qu'il a vécu et qu'il est mort. Alors la Gemara, elle parle déjà dans Masechet Yevamot de Ben Sheloya Berolamo, est-ce qu'il hérite? L'héritage, il passe par la tombe. Il passe. Mais- Il découvre la mort de ses parents, c'est pas ses parents, il a été adopté. Ah, tu vas chercher. Non, ça c'est déjà des cas, mais moi je parle maintenant du cas réel. Il y en a plein des cas. Non, mais là on parle de la notion de l'héritage, comment elle passe. Alors il te dit, un héritage, c'est toujours, ça ne peut pas s'arrêter. Même d'après la halakha, un homme par exemple, un homme qui s'est marié, sa femme elle est enceinte. D'accord? La femme elle est enceinte. Ouais. Et le père, il est mort. Excusez-moi, attendez. Un homme, il s'est marié avec une femme. Elle est tombée enceinte. Il est mort. Il est mort. Après, le beau-père, il meurt. Alors, le fils, qui est dans le ventre de la mère, Ouais. Il hérite. Le beau-père de qui? de la femme, et le grand-père. Il y a grand-père. Le père et le grand-père sont décédés. Le père et le grand-père. Mais le père, il est décédé avant le grand-père. Ouais. Donc, le grand-père, il fait hériter son héritage à qui? Son fils. À son petit-fils. À son fils par la tombe. Après, son Et après, ça passe à son petit-fils. Ça, c'est une question. Aujourd'hui, par exemple, il y a malheureusement beaucoup de choses comme ça. Un homme, il avait des problèmes. Il faisait des traitements pour avoir des enfants. On lui a prélevé de la semence. Et ça se passe aujourd'hui tous les jours. Il était en plein traitement avec sa femme. Il y a eu une histoire comme ça en Israël. Et le mari est mort. La femme, elle demande qu'on lui injecte le zéra du père. Elle veut faire des enfants, elle veut faire 5, 6 enfants, comme s'il existait toujours. Le tribunal, il a un vrai problème avec ça. Pourquoi? Parce que c'est ce zéra. Il n'y a pas de lien homme-femme. Quand l'homme, il a fait passer sa neshama, il était avec sa femme, elle est tombée enceinte. Il y a un acte qui ne s'est jamais terminé. Mais là, quand lui, il est mort, il n'y avait pas encore d'enfants dans le monde. Ça s'est coupé. Il y a de la semence au congélateur. Ça ne veut rien dire. C'est les mêmes gènes. Ce n'est pas un zéra, ce n'est pas une question de gène, c'est une question. C'est ça la question. Comment on hérite? Comment on transmet l'héritage? Et l'État d'Israël ne l'a pas laissé. Elle est partie au Bagatz. Ils ont dit non. Pourquoi? Ça peut faire des. Demain, il a un enfant qui est né normalement, d'une relation normale. Cet enfant, il dit ceux-là, ce n'est pas des héritiers, ceux-là. Ceux-là, c'est des extraterrestres qui sont venus ici. C'est pas des. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas frères à moi. Ils ne sont pas mes frères. Envers une femme, elle s'est fait violer. C'est une autre chose. Il est un milliardaire. Elle hérite pas. Oui, l'enfant, il n'hérite pas elle. L'enfant, L'enfant, il hérite. oui, c'est le fils de son père. Oui. Mais les- Là, je dis parce que, imaginons que quelqu'un, il y a un milliardaire qui décède, il a laissé du zéra de la semence. c'est rien. Quelqu'un, il prend la semence, qu'il a laissé, il fait 2 enfants avec une femme, l'enfant veut dire je prends les milliards. Non. C'est pas sa volonté. C'est pas une volonté, il n'y avait pas un acte. Non, mais c'est-à-dire qu'ici, il y a une volonté de Non. la personne. Il y en a plein comme ça en Amérique. Il y a eu le plus grand procès qui s'est passé dans cette histoire, c'était en Australie. C'était en Australie, il y avait un Oui, il y a la couple. volonté, Mitterrand. Il y avait un couple de. Non, il était avec eux. Non, Mitterrand. Il y avait un très grand procès en Australie. Ils ont posé des questions à tout le monde pour recevoir. Après, ils ont jugé. En Australie, il y a un couple. Non, ils avaient. Non, pas un référendum. Ils ont envoyé dans le monde entier
à des autorités. Ils ne savaient pas comment juger l'histoire. Il y avait un couple de milliardaires aux États-Unis, ils n'ont pas d'enfants. La femme elle ne peut pas garder un enfant dans son ventre. Ils sont partis aux États-Unis, ils ont trouvé une étudiante qui était prête d'être mère porteuse. Donc ils ont fait le prélèvement, ils ont fait tout. Ils ont pris l'ovule, ils ont pris. Et ils ont demandé de la garder au congélateur et de l'injecter dans le corps de la mère porteuse le jour de leur mariage, l'anniversaire de leur mariage. Ils reprennent leur jet privé pour retourner en Australie et ils s'écrasent. Maintenant, il y a tout l'argent, les deux, ils meurent. Les deux, ils meurent. Maintenant, la femme qui était censée être mère porteuse, elle fait un procès, elle a envie qu'on lui met. Elle sera la maman du milliardaire et le milliardaire va grandir chez elle. Elle est horrible celle-là. Oui. Ah non, elle est bête. Ça s'est passé, c'est une histoire. Une histoire réelle qui s'est passée. Non, bah finalement, maintenant il y a les frères du milliardaire qui disent nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers. Et ça n'a rien du tout, c'est au congélateur, ça n'a pas un statut, ça n'a pas ni neshama, ni rien du tout. Et elle dit un contrat, elle dit le contrat il est valable tant qu'il y a des parents. Bref, ils ne savaient pas comment juger, ils ont envoyé partout, ça a duré des années. Finalement, ils ont tranché qu'on ne peut pas injecter parce que ça s'est coupé. Et c'est les frères, les héritiers. Ouais. C'est intéressant. Hein? Logique pour l'instant. On ne sait pas quelle est la logique dans tous ces trucs-là, dans ce monde d'aujourd'hui. Non, mais là, il y avait voulu les parents. Là, il y avait un peu parce qu'il y avait une volonté des parents de. Il y a une volonté malgré s'il naît, donc, s'il vit, je sais pas. on te dit une nahala, ça ne peut jamais s'arrêter, un héritage. Tant qu'il y a une neshama dans le monde, ça existe. Il ne peut pas y avoir une rupture. S'il y a une rupture, ça a sauté. On te dit, si la Torah, elle dit, par rapport au Lévi. D'après la Torah, c'est pas celui qui élève le père et la mère en vrai. Pardon? D'après la Torah, comme Bithia, elle a élevé Moshe Rabbeinu et elle a gagné au Lamaba. Mais il n'a pas le droit d'héritage. Elle est considérée comme Il a considéré comme sa maman, oui. Mais s'il était milliardaire, elle n'aurait pas hérité. S'il meurt avant. Non, ici il a des frères et sœurs. Non. Non. Pour ça qu'il faut faire une savoir. Non, c'est même pas une question de savoir, c'est des situations compliquées. Ça veut dire que tu ne peux pas non plus. Sauf s'il lui donnait de savoir. Non, tu peux déshériter. Un homme, il a le droit de déshériter. Et pourquoi si on dit qu'on ne peut pas couper une. Mais il peut déshériter, c'est son argent, il peut déshériter, il peut dire pas celui-là. Mais la Gemara, elle dit, conseil au rabbin, ne lui fait jamais un contrat comme ça, un avocat. Elle jamais laisse un père déshériter son fils. Elle dit à l'avocat, si tu fais une avéra, il peut le faire. Il peut faire mieux que ça, il peut donner de son vivant, tout. Et il n'a rien donné. Il n'a rien donné à l'enfant. Ça, oui, ça, tu peux l'aider à faire, mais ne casse pas la notion de l'héritage, justement. La Gemara dit, Loti Be'arbour Arsanta, un rabbin, un dayan ou un scribe qu'on vient lui demander de faire un testament, on lui dit supprime un des enfants, il n'a pas le droit, il dit je me retire, je ne veux pas. Bon. Maintenant, alors on voit que quoi? Que du fait que la Torah elle a collé la notion du Lévi, elle a appelé Nahala, c'est-à-dire que le Lévi il récupère toujours. Comme que la Nahala en la Efsek, même le don que tu donnes au Lévi, en la Efsek. Bon. Alors bon. C'est pour ça qu'il appelle ça. Alors Maaser, alors maintenant il nous reste Maaser Sheni et Maaser Ani, lequel qui a sauté? Une Nachala, c'est une terre. Ah? Un Nachala, c'est une terre. Non, c'est un héritage. Une Nachala. Nachala, tu utilises le terme Nachala. Nachala, ça vient du sens Nachal, un fleuve qui continue toujours. Oui, ça vient du mot Nachal, comme un fleuve. L'eau du fleuve, elle était dans un côté, elle descend de l'autre côté, ça reçoit. Quand tu cherches des terrains tu dis Nachala. Nachala, Beyoman Hilo et Banav, Lo Yuchal Evakir. Une Nachala. En Greek moderne, tu utilises le terme Nachala pour une ferme ou pour une ferme. Le jeune homme Shimshon Anahar. Hein? Anahar, Shimshon Anahar. Le jeune homme. C'est autre chose. Nahar. C'est un fleuve, non? Non, c'est Nahar avec He. Ah, il y a rien. Et ça, c'est Nahar, secoué. Nahar. Les Nahar. Les Nahar, ça vient de là. Le Nahar, ça vient des Nahar. Il est secoué, il n'a rien encore. Il n'a pas de capital, il est vide. Non.
Alors, dans tous les cas, alors il dit, ok, alors le Lévi, j'ai compris. Parce que tout à fait. Tanya Idar, qui techane la maaser, shana she'en ba'ela maaser echada ketzad, comment? Maaser rishon ou maaser ani ou maaser sheni. Yebatet, yacholaf maaser rishon nami yebatet, là, on demande, non, lui, il apprend de quelque chose d'autre. Ou ba Lévi, kol zman sheba tenlo. Le Lévi, toujours, il peut venir te réclamer. Dirait Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, et notre Saïr, Rabbi Omer, ve'el alviv, tedaber, ve'amart alem, ki tikrom et bnei Israël, et המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, הקישו הכתוב לנחלה. מה נחלה אין לה הפסק? אף מעשר ראשון אין לו הפסק. Alors maintenant, ok. Maintenant, on voit que c'est écrit quoi? Alors, il nous reste un seul maaser. Si la Torah nous dit Venatata l'allée, Bashana Ashlishit, il faut le donner. Il faut donner un maaser. Bashana Ashlishit, tu donneras aux guerres, au Yatom et à l'Albana. Donc, je comprends qu'il y a un seul maaser. Il n'y a pas de maaser chez nous cette année. Forcément. Il y a ou un, maintenant, si la Torah a précisé que la troisième année, il faut le donner tous les troisième années, il faut recompter après une troisième année pour donner au Lévi et à Yatom et à l'Albana. Donc, je comprends que le troisième, sixième, c'est que pour les pauvres et les autres, c'est pas pour eux. Et pourquoi on ne rencontrait pas Shemitah 1, la première année 2 et Hein? Parce que la Shemitah, de toute façon, c'est FKR, ça appartient à tout le monde. Et ça, tu ne peux pas le rendre ce qui leur appartient. Donc, on a compris pourquoi. On a vu maintenant bien et clair dans la Torah comment on a la notion de la troisième, sixième. Parce que la sixième, en réalité, c'est une autre troisième. Shemitah, c'est à tout le monde. Donc, 3, 3. Et les deux premières et les deux dernières, c'est Maaser Sheni au propriétaire. Il monte à Jérusalem. Ok. Velen Darim, on a dit dans la Braïta, on a parlé de Nedarim. Tanu Rabbanan, Hamudar Hana'a Mechavero, Leshana, quelqu'un qui dit à son ami, 1 an, je ne mangerai pas chez toi. 1 an, je ne tirerai aucun bien. Oui, quelqu'un qui a dit à son beau-père, 1 an, je ne mets pas les pieds chez toi. Combien il faut qu'on... Non, comment tu comptes 1 an, comment tu comptes 1 an? Jour par jour. Mais quand tu dis, je ne viendrai pas chez toi toute l'année, toute cette année. Si je suis en plein milieu de l'année, il reste que 6 mois. Si tu dis toute cette année, tu es le 29 Elul, Rosh Hashanah, tu peux aller manger chez lui. Ouais, ou alors tu lui dis, je viendrai l'année prochaine. Eh ben, Rosh Hashanah, tu peux y aller chez lui. Quand tu dis Shana Zou, c'est jusqu'à Rosh Hashanah. Shana a compté comme Gimatria Shana, 355 jours. תנו רבנן, המודר הנאה מחברו לשנה, מונה 12 חודש מיום ליום. ואם אמר לשנה זו, אפילו לא עמד, אלא ב-29 באלול, כיוון שהגיע יום אחד בתשרי, עלתה, לא שנה, il a eu l'année. Elle dit quoi? Tu veux me dire, il y a une question ici cachée. Tu veux me dire que cette baraïta, elle est comme le man de Hamar qui a dit Yom Bashana Hajou Shana, qu'un jour dans l'année c'est considéré comme une année? Non. Même pour le man de Hamar qui dit qu'un jour dans l'année n'est pas considéré comme une année. אפילו למאן דאמר יום אחד בשנה אינו חשוב שנה, לציעור נפשי קביל עלה והצטער. Il dit c'est quoi un vœu? Un vœu c'est pour exprimer une peine, une colère. Quand quelqu'un fait un vœu, il veut exprimer une peine, une douleur. Il dit je m'interdis sur moi. Je fais plus ça. Il a envie. Il a exprimé une douleur. Il a exprimé. Que ce soit pour une journée, c'est une expression. La Gemara a dit, ok, Ve'ema Nissan, peut-être Nissan. Dit Shana, Shana de la Torah. Rosh Shana de la Torah. Les 12 mois, ils commencent par Nissan, pas par Tishrei. Alors, il y a une règle fondamentale. Bin Darim, Alech Ahar Lashon Bene Adam. Quand un gars il vient faire Atarat et Darim chez le rabbin, il va dire quelque chose qui a deux significations. Par exemple, une signification selon la Torah et une signification selon les langages des gens. Pour les gens, c'est quand
quand l'année elle débute et quand elle termine, Rosh Hashanah. Elle débute. Quand l'année elle débute et quand l'année elle termine, Rosh Hashanah. Alors tu ne vas pas lui coller maintenant le mois de Nissan. Tu vas lui dire attends encore 6 mois jusqu'à Nissan. Parce que la Torah elle a dit que Nissan c'est Rosh Chodashim. Quoi qu'on peut dire aussi janvier aussi. Dans le langage courant des gens, une année, ça peut être janvier, non? Une année juive, je parle. Non. Mais quand tu dis deux Français. Nahon, tu as raison, il a fait Meod. Bravo, bravo. Si quelqu'un il dit Rabbi Meir, si quelqu'un par exemple il donne à. Il donne. Enfant reconnu. Si quelqu'un par exemple il dit à son employé, je te verserai une prime. L'année prochaine. Tous les mois de cette année, tu prendras une prime supplémentaire. Déjà, il est fou. Comme ça, il lui dit. Ou il lui dit, tu prendras une prime fin d'année. C'était fin décembre pour tout le monde. Arrive le mois, il y a plein de monde, arrive fin de décembre, il dit non, Rosh Hashanah, moi, viens chez moi. Non, tu me payes en loazi, tu me payes en date goy. Tu ne peux pas venir maintenant me dire. Ouais, ne m'embrouille pas la tête. m'embrouille pas la tête. Moi, vous savez ce qu'ils nous ont fait là, je avec mon fils? On payait en date goy. Quand c'est arrivé chez nous au Béret, ils nous ont dit vous payez en date juive. Ouais. Ils m'ont dit à moi. Alors je leur ai dit, moi j'ai payé toute l'année avant 12 paiements, tous les 20 du mois. Quand c'est arrivé, ils nous ont imposé Rosh Chodesh, les listes. Alors j'ai dit, est-ce que vous, alors j'ai appelé un rab là-bas, j'ai dit, est-ce que vous recevez 13 pays ce mois-ci? Cette année, oui. Cette année. Il m'a dit, non, on est payé. Bon, j'ai rappelé le secrétariat. Bien fait. J'ai dit, si vous payez tout le monde en mois juif, c'est logique, si vous voulez payer en mois juif, c'est logique que je dois payer. C'est du vol en vrai. Mais quand vous faites comme ça, vous nous tapez à nous. C'est une occasion. C'est du vol. On m'a dit, prends-moi en Tim Torah. Oh là là. Mais attends, mais ça change quoi? Il n'a pas vu, 13 mois. Mais 13 mois, mais c'est avant sur l'année suivante. Ça ne rapporte pas? Non. Si mon fils il a 1 an ou 2 ans avec pas, il passe 7 ans. Non, il n'y a pas. À la fin de l'année prochaine, et l'autre prochain, ils sont en vacances. Ils te remettent à 12 mois. T'as pas vu ce qu'on a fait la fête là? Ah oui, d'accord. Donc, Le fait la fête là. Qui est? Vous avez entendu l'histoire? Non. Ouais. Il y a un mec qui fait la fête, 44 ans il fait du fait la fête. Tu as entendu? Une star, il est connu, tout le monde le cachait. Et tout. Alors? Et là, par rapport au corona, Ouais. il a demandé à la Ramon, il paye 10 000 shekels par an. Il n'a pas payé 6 mois-ci parce qu'il n'a pas travaillé. La Ramona? non, la cache-chose. Ah, la Ramona. Il n'a pas bossé le gars. Alors. Il a dit, si tu ne payes pas, on enlève la cache-route. Chiant. Il a dit, je sais pas et tout. Bon, ça fait 40 ans. Ils lui ont enlevé la cache-route. Tout Israël, ils font. J'ai jamais eu autant de queue du monde. Il y a 200 personnes qui font la queue là-bas. Tous les jours, tous les Mais jours. c'est où? Un pétartique. Moi aussi, j'irai manger chez lui. Tout le monde fait la queue. Même Lieberman. C'est honteux. C'est honteux. Lieberman. Avec tous ces. Surtout lui, mais bon. Mais tu as À mon avis, c'est un coup il y a monté. au moins 200 C'est un coup monté à la Parabanout. Pour augmenter sa clientèle. Ils ont mis une note et affiche. Nous ne garantissons pas la cache-route de ce magasin. 40 ans, mec. C'est honteux. C'est honteux. Là, le rabbin Aranana, il était correct. Le rabbinat Aranana, il a dit à tous les affaires, vous ne payez rien Tant que c'est fermé. tant que c'est fermé. Vous ne payez rien. C'est bon. C'est propre. Bon, après les Mashgirim, je ne sais pas comment ils ont touché. Peut-être le rabbinat, il leur a donné, je ne sais pas. Mais c'est normal, c'est une ville correcte. Celui qui est. Tu tapes déjà le client, tu lui prends 1000 shekels par mois, pourquoi? Non, voilà. Bon, alors il dit toujours, rappelez-vous, dans les Nidarim et dans les affaires, Aler Ahar Lachon Bene Adam. Lachon Bene Adam. D'ailleurs, on fait ça pour les noms. Quand tu vas voir un rab un peu. Il te dit Même- ton nom. Le nom qu'on t'appelle. Le nom qu'on t'appelle. Si elle m'appelle Bruno, il ne m'appelle pas Meir. On serait m'appelle Meir, en France, on m'appelle Bruno. Non, on va t'appeler Bruno. Hein, ça va. Mais non, quelqu'un qui parle ça dans Yom Avoda. Bruno. Bruno, Angelo, C'est quoi Yom Avoda? C'est quoi Yom Avoda dans la Torah et c'est quoi Yom Avoda aujourd'hui? Yom Avoda de la Torah, sortie des étoiles, Vayeyere, Vayei Boker. C'est le jour du lendemain. Tu m'as loué pour aujourd'hui, je ne suis pas sincère. Yom Avoda grégorien,
il se finit à minuit. La journée, elle se finit à minuit, elle termine à minuit. Donc, toujours, allez, si tu emploies, tu es payé par tu me dis, j'ai travaillé le 15, le 16, le 17, pas le mois hébraïque. Donc, tu as prouvé que tu vis selon les gens. Allez, mais c'est très important, cette notion. Ça change tout. Maintenant, on continue. On va parler maintenant. C'est quoi? Il y a des fruits qu'on ne les prélève pas au moment où on l'a cueilli. On les cueillit dans d'autres choses. Par exemple, regardez, tiltan. Tiltan, c'est quoi? Comment ça s'appelle en français? Les murs, non? Non, c'est le trèfle, je crois. Les framboises. Fenu grec. Fenu grec. Fenu grec. Ouais. C'est quoi le fenu grec? Titan. Hein? On fait comme si on connaissait. C'est quoi? C'est comme de la coriandre? C'est comment? Le fenu grec, le fenu grec. Ah, le fenu grec. C'est quoi le fenu grec? C'est quoi? Pas le fenu grec, le fenu grec. Le fenu grec, c'est quoi fenu grec? Alors, c'est-à-dire, il appartient à la famille des légumineuses. Ni un légume, ni une céréale. Ni un légume, ni une céréale. J'ai jamais vu ça. Tu veux manger ça? Le fenu grec. Fenu grec. Donc ce fenu grec-là, Excellent. non, c'est intéressant parce que regardez, parce que là, celui-là, tu ne fais pas le prélèvement avant, tu attends qu'il sèche un peu et après il germe à l'intérieur. Ça ressemble un peu. Normalement, il n'a pas de statut. Alors il te dit justement que ce fenu grec, il ne peut pas, Rachid dit, ça s'appelle en français, fénégré. Fénégrec. Michet-Itzmach, parce que le zera, il est sommaire à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'est pas fini tant que tu ne l'as pas cueilli. Et rien qu'après, il pousse. Donc, le gmar melacha du fenu grec, C'est après la coupe. après la coupe. Alors, il te dit, tu ne fais pas le prélèvement à la coupe, tu le fais après la coupe, du moment qu'il est raoul, là. Alors, Atiltan, Michet-Itzmach, Atmoa ve'azetim, par contre, la récolte et les olives, Mishiyavi ou Shlish. Ma Michet-Itzmach, c'est quoi Michet-Itzmach? Michet-Itzmach l'Israël. C'est-à-dire le zera, il se développe à l'intérieur pour pouvoir le ressemer si je veux. Le semer, c'est que depuis ce moment-là qu'il est comestible. La toua ve'azetim, Mishiyavi ou Shlish. La toua et les légumes, un tiers, il y a l'obligation. Mena anemi, d'où je sais. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Umatou b'mishmit Rabbi Yossi Galili. Amar Kera, Miketz Sheva Shanim. Bemoaed Shnat Hashemita. Bechag Sukkot. L'année de la Shemitah. Et Bechag Sukkot, qu'est-ce qu'elle fait? C'est Shminit. On ne parle pas du début de l'année, on a parlé Miketz. Donc si elle a terminé, donc Chag Sukkot, il n'est pas là-dedans. Et là, l'Omar les raconte pour Hachévia. Shlish. Tout ce qui a poussé pendant la Shemitah et qu'il a amené un tiers pendant la Shemitah et après, il passe dans l'année d'après, ben on est censé aller faire la Kedushat Shvi'it. C'est-à-dire, j'ai eu des olives qui ont poussé un tiers avant la fin de la Shemitah. On rentre dans la huitième. Après, ils continuent à se développer et je veux les cueillir pour faire de l'huile. Je suis obligé de garder la Kedushat Shvi'it dans cette huile. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé, ils ont amené un tiers avant la fin de la Shemitah. Où on voit le tiers maintenant? Ah, Où on apprend le tiers, le shlish? du fait qu'il est écrit qu'il y a une notion de Shvi'it, même sous code d'après. Kanirek, c'est le chiot que ça pousse un shlish. Ça peut pousser un shlish. Ça peut commencer à se développer. Dans la huitième année, on ne va pas manger, on ne mange pas le. On va voir les Kimle ou les Rabbanan Ben. Oui, et regardez plus loin, dans Yud Gimel Amoud Aleph, là-bas dans
Il va faire un shlish. On ne verra pas maintenant parler des shlish. Ils ont compris que la récolte, elle poussait, ils ont vu, ils ont testé, Ouais. que la récolte, ça lui prenait, ça peut arriver à un shlish. Donc ils ont interdit. C'est pour ça qu'ils ont dit que la Torah, quand elle te parle de shminit, qui a une notion de pujat shvi'it, dans la shminit, c'est quand on a récolté quelque chose qui a amené un tiers. Alors, peut-être pas dans les olives, mais c'est dans le blé qui a poussé, etc. C'est intéressant comment on peut avoir du blé, avec le blé c'est sphyré, il faut le brûler. Peut-être qu'il a poussé dans les champs. C'est quoi les règles? C'est dur de. Je ne sais pas comment vous déterminer ça. Aujourd'hui, on sait déterminer. Bien sûr, on sait. Aujourd'hui, pas rien que ça. Ils t'écrivent tout. Ils t'écrivent le Hanatabior de chaque chose. Quand ils poussent, oui, tout. Aujourd'hui, c'est exact. On sait exactement les saisons, les jours. Tout. On fait une récolte. On regarde l'état de la récolte à la fin de l'année d'Ashmita. Et on dit est-ce que. Oui. Est-ce qu'elle a amené un tiers ou elle n'a pas amené un tiers? C'est ça. Yom Tov. Ouais.